Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de suivre ce webinaire. Donc, on va passer l'heure ensemble sur ce sujet, donc la méthode CK. On va essayer de regarder ensemble des éléments assez pratiques sur cette méthode qui est issue de la théorie CK. Et je vais essayer de vous donner en fait des éléments très très simples qui vont vous permettre de comprendre, mais finalement, quand on est en train d'essayer de renouveler son offre, contre quoi on se bat en termes de conception et du coup, quels sont les deux biais cognitifs qu'il faut bien connaître. Ces éléments, si vous les avez bien en tête, ils vous permettront d'avoir énormément de recul sur à la fois la méthode CK, mais aussi un certain nombre d'approches, de techniques, de méthodes que vous pouvez utiliser dans le monde de l'innovation. Donc, c'est assez général et vous verrez, ça se veut assez pratique. Donc, on va démarrer avec quelques éléments de petites règles du jeu pour le webinaire. D'abord, vous pouvez avoir des questions pendant le webinaire. Et donc, du coup, pour ça, alors voilà, comme vous savez, sur Zoom, vous n'avez pas forcément la voix, mais vous avez l'écrit et vous pouvez les poser dans un petit onglet qui s'appelle Q&R. D'accord? Donc, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet qui est le chat. Donc là, c'est là qu'on discute là en ce moment. Vous m'avez dit oui, c'est bon, c'est parfait pour le son. Donc ici, vous pouvez discuter entre vous, etc. Ça permet d'animer un petit peu. Dans le chat, on pourra aussi répondre à certaines de mes questions. Par contre, si vous avez des questions de fond sur la présentation, vous utiliserez l'onglet Q&R et ça me permet, moi, de gérer les questions. C'est assez pratique. Voilà, vous avez une liste avec des éléments à cocher. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Et puis, sinon, les personnes de chez Steam récupéreront les questions du chat pour les mettre là si jamais vous êtes trompé. Pas de problème. Sinon, pendant le webinaire, moi, je vous posais aussi quelques questions. L'idée, c'est, de vous faire participer, que ça soit un peu dynamique, et puis, voilà, de ne pas nous sentir seuls de l'autre côté de notre caméra. Donc, voilà, pour ces questions-là, qui sont les petits exercices, là, pour le coup, répondez dans le chat ou sur les sondages qui vous seront proposés par l'équipe. Voilà. Avec ça, on s'est tout dit. Autre élément important, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, comme le titre l'indique, des éléments sur l'approche CK. Si certains d'entre vous ont déjà vu des présentations de ma part sur CK autour d'éléments comme la liseuse, etc., ça reprendra effectivement des exemples de ce type-là. Donc pour cela, ce sera un rappel. Ou si vous les avez vus très, 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 très récemment, bon, du coup, c'est peut-être pas la peine de le re-regarder si vous vous rappelez de tout. Pour les autres, donc du coup, suivez tout ça avec attention. Ce sont des exemples qui sont assez précis et qui permettent de mettre la théorie en pratique. Voilà. François, oui, les slides seront disponibles. Donc tout ça, pour ceux qui voudront, à la fin, vous pourrez m'envoyer un message et on vous enverra tous ces éléments sans problème. On y va, si c'est tout bon pour vous. Quelques éléments sur le pourquoi aujourd'hui, nous, Steam, on vous parle de repenser vos offres. Je vais vous faire un petit élément historique de qui on est chez Steam, qui, moi, je suis sur ces sujets-là pour pouvoir vous parler de ces éléments-là. Et pourquoi effectivement, ce sujet est bien d'actualité. Donc, en gros, en deux mots, moi, j'ai été chercheur dans un centre qui s'appelle le Centre de gestion scientifique à l'École des mines de Paris sur des sujets d'innovation de rupture où je travaillais dans une équipe commando qui visait à repenser les moteurs d'hélicoptères à horizon 20 ans. Voilà. Et avec cette méthode-là, dans cette équipe commando, on a trouvé des sujets assez révolutionnaires qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur, mais finalement, en fait, si on arrive à transformer une industrie aussi lourde et complexe que l'aéronautique avec cette approche et cette méthode, eh ben, ça devrait pouvoir marcher partout. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai co-créé, co-fondé Steam derrière en 2014 à la fin de ma thèse avec Benjamin Duban qui avait fait des approches un peu similaires chez Thales, donc aussi dans l'aéronautique. Et du coup, on s'est dit, cette approche, si elle a marché là-dedans, elle devrait marcher partout. Et donc, on l'a diffusée à toutes les industries, que ce soit des banques, des assurances, de la logistique, du monde de la grande consommation, mais aussi encore des industries lourdes comme le oil and gas, etc. Voilà. Donc,
L'idée, et c'est ça que je vais vous montrer ici, c'est vous montrer une approche qui est assez pratique pour repenser ces offres, ces problèmes techniques, ces problèmes serviciels dans un ensemble de domaines comme ceux que je viens de dire là. Et puis, dernier élément qui est intéressant, c'est récemment, en fait, nous, on a été impliqués assez fortement sur les sujets au niveau du gouvernement sur Stop Covid. Et donc, on vous parlera aussi à la fin d'un autre webinaire et d'autres articles qu'on a écrits sur les sujets d'utilisation de méthodes de ce type-là dans des moments aussi incertains et connus que ce qu'on est en train de vivre là, voilà, qui sont selon l'industrie dans laquelle vous êtes ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, plus ou moins inconnus, plus ou moins incertains. Donc voilà, c'est avec cette perspective-là que je vais vous présenter ces cas. Autre élément et dernier élément, pendant tout le webinaire, je vais vous présenter des exemples. Je ne vais pas vous en présenter 10, il y en aura 2 ou 3. Et donc, du coup, ces exemples-là, c'est des exemples qui sont assez simples, sur des choses qui sont plutôt des éléments type produit, dans voilà, des industries données. Et donc, en général, quand on vous présente quelque chose comme ça, vous avez toujours une petite voix qui vous dit, là, sur l'épaule, là, qui vous dit, mais tiens, dans mon industrie, à moi, c'est pas pareil, nous, c'est différent, c'est plus complexe, ou c'est, ah, mais nous, on fait du service, ou nous, ah, mais nous, c'est du B2B ou du B2C, etc. Voilà. Dites-vous qu'on a travaillé avec toutes les industries qui existent. Donc, du coup, on a vu tous ces éléments-là. Et donc, vous pourrez reposer des questions de ce type-là, mais je vous le dis déjà, c'est des éléments, effectivement, qui sont plutôt universel et qui marche sur beaucoup de sujets et on creusera sur les questions derrière si vous en avez. Mais dès que vous avez cette petite voix, essayez plutôt de vous dire tiens, comment moi je l'appliquerai, plutôt de vous dire ah oui, mais moi ça ne marcherait pas. Voilà, élément important pour regarder ce dont je vais vous parler. Alors, on va commencer avec un petit exemple, et puis c'est là que votre participation commence sur le sujet. Ce petit exemple, c'est un exemple qui est assez connu dans le grand public et puis dans le monde de la conception. C'est vous êtes sur une plateforme à 10 mètres de haut et vous avez un œuf de poule dans la main. Et la question qu'on vous pose, c'est vous devez trouver une solution qui vous permette d'éviter qu'au moment où vous lâchiez cet œuf, il ne s'écrase au sol. Trouvez une solution pour éviter que cet œuf ne s'écrase au sol au moment où vous allez le lâcher depuis votre plateforme. Et donc, vous avez en gros 30 secondes pour imaginer ce que pourrait être cette solution pour éviter que cet œuf ne s'écrase d'une plateforme de 10 mètres de haut. À vos stylos, cahiers, réflexions dans votre tête, comme vous voulez, essayez de trouver quelque chose. Vous avez quelques secondes et je vais vous poser la question de ce que vous avez trouvé derrière. Donc, ne répondez pas encore dans le chat, faites-le dans votre tête pour le moment. Et je vous dirai à quel moment il faut faire quoi pour éviter de polluer les autres. Allez-y, je vous laisse 15 secondes. Ok, c'est bon ici. Alors, en général, vous allez voir, on va avoir deux catégories de solutions. On va avoir des catégories de solutions qui sont plutôt du type absorber le choc. Donc, matelas, trampoline, une piscine, un truc qui protège l'œuf, du papier journal, du papier bulle, de la mousse, etc. Et on va avoir deuxième type de solution qui va être plutôt ralentir la chute. Donc ici, on va avoir parachute, hélice, toboggan, ballon, turbopropulseur sous l'œuf, ce que vous voulez. Et on va voir ces éléments-là. Avant que vous me disiez ce que vous avez dit exactement, ce que je voudrais savoir, c'est dites-moi si votre solution, donc là on lance un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Et sur le sondage, dites-moi si vous êtes plutôt dans l'une ou l'autre catégorie ou une troisième catégorie qui est ni absorber le choc, ni ralentir la chute. Voilà, soyez assez transparent et je veux juste la première solution que vous avez dite, pas les solutions que vous avez dites après. La première solution à laquelle vous avez pensé, est-ce qu'elle est dans l'une ou l'autre de ces catégories? Merci de répondre dans le sondage, si vous voyez la petite fenêtre. Donc vous cochez absorber le choc ou ralentir la chute. Donc absorber le choc, c'est plutôt des trucs type matelas, mousse, etc. Ralentir la chute, c'est plutôt des éléments type euh, parachute, toboggan, etc., etc.
Donc, je vous laisse quelques secondes là pour voter. OK. Alors, on va afficher les résultats là, pour qu'on puisse voir ce qui est sorti. OK. Alors, on a 43, 26, 69, 70% à peu près, voilà. À peu près 70% des questions qui sont sur absorber le choc, des réponses pardon, qui sont sur absorber le choc, ralentir la chute. Donc, alors vous êtes dans les participants au webinaire un petit peu plus créatifs que la moyenne. Mais en général, en fait, vous allez avoir un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 80% des personnes que vous interrogez sur ces sujets-là qui vont être effectivement dans ces catégories-là. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'idée, là, c'était pas de vous faire un exercice de créativité. Hein. On n'est pas là pour faire de la créativité et juste des petites sessions comme ça de quelques minutes. Non, non, l'idée, c'est essayer de vraiment comprendre, mais comment ça se fait que quand vous posez des questions de ce type-là à des personnes qui ne se connaissent a priori pas, elles répondent à peu près toutes la même chose. Et alors, pour des questions qui pourraient se poser, si jamais j'avais des types de participants différents, d'âge différents, dans une certaine limite que je vais montrer après, d'industries différentes, etc. Ce sont des études qui ont été faites donc à l'École des Mines, notamment par Marine Agoguet, et qui ont étudié tous les types et profils possibles imaginables, des designers, hein, des artistes, etc. Alors vous avez des fluctuations, ça change un petit peu de quelques pourcents, mais vous avez quand même la majorité des gens qui vont être sur ces types de catégories. Et donc on va essayer, en utilisant ce petit exemple très très simple, de comprendre finalement les deux biais dont je vous parlais tout à l'heure. Alors en fait, quand vous êtes en train de concevoir, vous allez avoir deux obstacles de conception qu'il va falloir, contre lesquels il va falloir se battre. Le premier, en fait, est ce qu'on appelle les effets de fixation. Alors ça, c'est très intéressant, à la fois au niveau individuel que vous venez de vivre là, mais au niveau d'une équipe, d'une organisation, d'une industrie. Hein. Et plus vous augmentez, vous allez voir, plus, en fait, l'effet de fixation, il est grand, il est intense et il est dur à contrecarrer. Alors, en fait, l'idée ici, c'est de se dire, ben, vous allez voir, c'est très simple. À partir du moment où on va identifier les catégories et donc les caractéristiques de ces catégories, ça devient très très simple en fait d'en sortir et de proposer des solutions différentes. Si je vous dis effectivement toutes vos solutions, toutes les solutions que vous avez proposées, là dans les 70%, je n'ai pas les 30% autres, dans les 70%, elles sont du type inerte, ou si vous voulez passive, c'est-à-dire par opposition au vivant, hein, passive par opposition active. Donc elles sont inertes, et donc du coup vous allez tous proposer un device qui est inerte, qui permet d'absorber le choc. Si je vous dis ça, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme autre solution? Alors, des solutions qui ne sont pas dans cette catégorie-là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Voilà, je vous ai dit, vous allez proposer des solutions qui sont inertes, et qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre à partir du moment où on trouve cette catégorie-là? Je vous laisse répondre dans le chat. Machine, soufflerie, solution active, motorisée, exactement. Voilà. Quelqu'un qui rattrape, exactement, quelqu'un qui rattrape là, solution vivante. Et voilà. Et donc, évidemment, à partir du moment où je vous donne la catégorie sur laquelle tout le monde est bloqué, votre cerveau, mécaniquement, il ne va plus générer des éléments dans cette catégorie-là. Si vous dites, bah, en fait, nos offres, elles ont toujours été du type A, B, C, D. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Vous n'allez pas redire des éléments qui sont du type A, B, C, D. Et bien là, sur cet exemple très simple, on le voit aussi, on se dit, ben en fait, effectivement, on pourrait avoir des éléments qui sont vivants. Vous pourriez dire, ben tiens, j'entraîne un aigle, un faucon, en fait, qui pourrait être entraîné à rattraper l'œuf. Je vais utiliser des choses qui sont plutôt actives. Ça a été dit, des robots, des propulseurs, etc. Ça peut être une grue, un drone, une canne à pêche. Je peux jeter la poule avec l'œuf. Bref, tout un tas d'éléments qui ne sont pas nouveaux. Enfin, là, vous ne dites pas, waouh, j'aurais jamais pensé de ma vie à ça. Juste, je vous montre que votre cerveau, spontanément, il ne va pas penser à ces éléments-là. Et alors, Philippe Georges, sur la remarque de cuire l'œuf, c'est très intéressant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est très intéressant. On va revenir
On va revenir dessus après. Donc, oui, donc Philippe dans le chat dit on peut faire cuire l'œuf. Et puis il dit aussi et on peut attendre que le poussin naisse. Et c'est intéressant, et pourquoi pas. Alors, ça, c'est le premier élément qui est important, c'est de se dire, ben, en fait, au final, quand on est en train de concevoir, il faut être conscient qu'on est bloqué dans des catégories de solutions. On est bloqué dans des catégories de solutions. Et donc, vous avez beau faire des brainstorming, mettre le plus de monde possible, en fait, imaginable dans une activité, on va dire, bah oui, mais en fait, on va faire participer plein de gens d'entreprise, etc., etc. Mais a priori, ce que vous disent ces études-là, c'est ben, attention, même si vous rajoutez du monde, si vous n'avez pas bien identifié les catégories sur lesquelles vous êtes bloqué, eh ben, ça va être compliqué de vous débloquer. Premier élément, premier biais contre lequel il faut se battre. Alors, deuxième élément qui va être intéressant, et là ça va revenir à la remarque un petit peu de Philippe, on va plutôt parler de connaissances. Alors, là, je vous ai parlé d'âge tout à l'heure, et je vais vous parler des petits-enfants. Donc, si vous avez la question, cette même question, en fait, exactement le même problème, hein, qui est posé, des études qui ont été faites aussi, à des enfants de moins de 8 ans, d'accord, euh, quel que soit leur sexe, origine, éducation, vous allez avoir une répartition qui va être plutôt celle que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que les enfants vont plutôt avoir tendance à quasiment tous proposer des solutions qui sont du type euh, matelas, donc absorber le choc, matelas, trampoline, etc. Et très peu vont proposer le parachute. C'est assez étonnant, en fait, quand vous faites l'étude, vous n'y attendez pas du tout. Les adultes, hein, pour info, sont à peu près à 50-50 entre les deux. Les adultes sont à peu près à 50 sur absorber le choc, à 50 sur ralentir la chute. Et alors, la raison de ça, est-ce que vous pouvez me la dire? Pourquoi les enfants sont plutôt focalisés sur absorber le choc, matelas, etc. Et pourquoi ils ne pensent pas, les enfants de moins de 8 ans, hein, pourquoi ils ne pensent pas à des éléments type parachute, toboggan, les ballons, etc., qui vous semblent évidents? Dans le chat, j'attends Alors, manque de savoir, ouais, manque de savoir, joli, joli, c'est assez exact. Ils maîtrisent déjà la connaissance de l'absorption. Oui, c'est vrai. Expérience du vécu, c'est vrai. Voilà, ils ont l'habitude de sauter sur le lit des parents, donc ils savent que voilà, ça fait moins mal. Effectivement, et c'est assez juste. Alors, c'est bravo parce qu'effectivement, la réponse manque de savoir est précisément la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors que effectivement, ils ont une bonne expérience de l'absorption, ils ne savent pas que ils connaissent pas la loi de la gravité, hein, qui est évidente, qu'on n'a même pas besoin de la dire, mais qui est évidente pour tout le monde. Et quand on lâche un objet, ben, quand on est plus haut, a priori, il va avoir une vitesse plus grande sur la zone d'impact parce que ben, pendant la chute, ça va s'accélérer. Voilà. Et ça, en fait, vu que les enfants ils ne l'ont pas conscientisé, alors qu'ils connaissent les parachutes, ils ne se disent pas, ou même les ballons, ou les toboggans, ou peu importe, ils ne se disent pas, tiens, je vais utiliser des solutions qui vont me permettre de ralentir la chute. Et je vais vous montrer un deuxième exemple, euh, qui va du coup être cher à Philippe, qui est, si, imaginez, voilà, je suis chimiste, d'accord, je suis chimiste, et puis je vous vois en fait là dans votre pièce, dans votre bureau, en train de travailler sur le sujet. Et puis, hop, j'ouvre la porte, je dis, ah, mais tiens, mais vous êtes en train de travailler sur l'œuf. Mais vous ne saviez pas, un œuf, les propriétés chimiques sont faites de telle sorte. Alors, essayez pas de lire ce qu'il y a sur les slides, c'est juste pour faire joli. Les propriétés chimiques sont faites de telle sorte que si vous venez faire cuire l'œuf, donc faire un œuf dur, et puis derrière, vous venez le congeler, il va être extrêmement dur. Il va être extrêmement dur, qui fait que vous pourrez commencer à le lâcher d'auteur beaucoup plus grande que juste si vous le lâchez de quelques centimètres, vous savez qu'un œuf se casse. Et donc du coup, là, ça devient intéressant parce que ça va, vous voyez en fait deux choses là qui se passent, c'est que d'une part, en fait, le manque de connaissances sur une partie de la population en fait, va restreindre le potentiel de créativité, vous voyez, en termes de diversité. Et d'autre part, quand j'augmente la diversité de vos connaissances, bah là, du coup, ça devient évident. En fait, limite, la connaissance se transforme tout de suite en solution. Si je vous dis, et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Vous allez dire, bah, attendez, je vais peut-être amener une plaque de cuisson et un réfrigérateur.
et puis en fait, jeter l'œuf comme ça. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est ben, vous venez, grâce à de l'apport de connaissances, ouvrir une catégorie qui est d'un type nouveau. Donc là, ce qui est marrant à retenir, c'est le deuxième élément qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est de dire, ben, en fait, on est limité par notre base de connaissances. On est limité par notre base de connaissances, et donc du coup, par opposition, plus on va augmenter la diversité des connaissances qu'on va avoir, plus on va augmenter notre potentiel à créer du nouveau. Okay, donc ça, ce sont les deux éléments qui sont importants. Attention, on est fixé sur des catégories. Et deuxième élément, si je veux augmenter mon potentiel à créer, à innover, alors il suffit d'augmenter la diversité de ma base de connaissances. Okay, et ça va nous amener justement à la méthode CK. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions ou des remarques que vous voulez poser dans Q&R, dans le petit panel Q&R? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, des remarques, des éléments qui vous avez le droit d'être pas d'accord, hein, vous allez dire mais non mais moi je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou ben, moi j'ai une petite question, une petite remarque, ou tiens ça m'interpelle pour telle raison. Je vous laisse quelques secondes si jamais vous avez des éléments à proposer. Sinon, je passe ben, directement à ces cas. Ok, a priori, Tortos, ok pour la démarche. On retrouve cela aussi avec Azit. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors, ASIT pour tout le monde, c'est une méthode de résolution de problèmes qui est issue de la méthode TRIZ, qui a été développée dans les années 90 par un Israélien qui s'appelle Horowitz, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, sur cette méthode, effectivement, c'est assez intéressant. Je pourrais vous envoyer un papier d'ailleurs qui compare les deux approches. Vous avez effectivement les mêmes mécanismes sur les éléments de fixation dont on parle ici, moins sur les éléments de connaissances nouvelles, puisqu'effectivement, dans ASIT, vous avez, et dans beaucoup de méthodes de créativité d'ailleurs, c'est assez marrant, vous avez un axiome de départ ou une propriété de départ qui est la propriété du monde clos. On doit résoudre le problème en mode clos et justement limiter le type de connaissances qui vont augmenter. Et ça, c'est assez important. Et si vous voulez, on pourra en rediscuter plus tard de la comparaison avec d'autres approches. Je pourrais vous en parler. On a d'ailleurs des, euh, des cours qui permettent de comparer en fait les différentes méthodes dans quelle situation. Et ASIT est hyper intéressante comme méthode. Je suis assez fan de cette méthode. Question, donc il faut inviter des scientifiques autour de la table pour innover. Ben, ça dépend du problème que vous êtes en train de travailler. Attention, connaissance ne veut pas forcément dire scientifique. Hein. Connaissance, ça peut être des éléments de marché, ça peut être des éléments d'expérience, ça peut être des expertises techniques, ça peut être plein d'éléments qui sont voilà, aussi larges que le mot connaissance peut attraper. Donc là, j'ai montré un chimiste parce que c'est facile, mais attention à ne pas restreindre le mot connaissance à la technologie ou à la science. Hein. Il y a beaucoup de cas où, je ne sais pas si vous travaillez sur une banque, le panel d'experts que vous allez inviter est probablement pas à grosse composante scientifique. Probablement pas. Alors, Latifa, on va revenir sur la question après. Donc je vous invite à reposer la question si jamais j'y réponds pas, qui était comment chercher des connaissances complémentaires. Est-ce que ça veut dire que la connaissance est la condition d'innovation? Ben, ça, c'est une bonne question. Justement, on va essayer de vous montrer que ben, oui, effectivement, le processus d'innovation dépend beaucoup, effectivement, de l'expansion des connaissances. Donc oui, la réponse est oui. Et David Triz peut aider de se défaire des biais de fixation complètement. Effectivement, donc Altschuler, qui est l'inventeur de la méthode Triz, donc là pour le coup une méthode qui se base sur des milliers de brevets, permet effectivement de travailler les contradictions, et effectivement il a énormément travaillé dans cette méthode les effets de fixation. Donc oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, Triz fonctionne bien précisément. Souvent à composante assez technique quand même pour Triz. Voilà. Et effectivement, c'est une méthode qui n'est pas facile à mettre en œuvre, mais qui peut être assez puissante si elle est bien mise en œuvre. Ouais, très bonne remarque.
Alors, j'avance, et puis Latifa, si je n'ai pas bien répondu à la question, ben, on reviendra dessus tout à l'heure. Merci pour vos questions. CK, ça veut dire quoi? C'est très simple, c'est deux lettres, deux mots, concept, knowledge. En gros, ce que ça dit, c'est, et ce que les chercheurs de l'école des mines disent, et ont dit quand ils ont créé cette théorie au départ, qui était une théorie, hein, c'était ben, en fait le processus d'innovation est la résultante d'une conception qui fait des allers-retours entre un monde des concepts et un monde des connaissances. Et ce monde des concepts, en fait, est un monde qu'on va nous nommer monde de l'imaginaire, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir poser tous les éléments, toutes les idées qui sont euh, ni possibles ni impossibles. Par exemple, je vous donne un élément qui est plutôt un peu technique et de science-fiction. Si je suis Elon Musk et je dis je veux aller coloniser Mars, alors je suis dans le monde des concepts. Je suis dans le monde des concepts parce qu'aujourd'hui, là, autour de la table virtuelle, personne ne peut me dire si c'est possible ou impossible d'aller coloniser Mars. Alors voilà, et là, vous avez vraiment un concept. Et vous pouvez l'institutionnaliser, si vous voulez, même à un niveau hyper stratégique dans une entreprise, dire on a le droit de travailler un concept et on accepte tous que pour le moment, ce concept, ben, en gros, il est indécidable. On ne peut pas dire si c'est possible, impossible, mais on peut le travailler. Et on va le travailler où ça? Dans le monde des connaissances, ou dans le monde des connaissances, on va effectivement répertorier tous les éléments qui me permettent de travailler ce concept, soit que je vais devoir développer, soit que je vais apprendre pour travailler ce concept. Donc là, par exemple, dans le monde des connaissances par rapport à la fusée, il va falloir que j'ai des éléments sur, je sais pas, la sociologie de population de colons extraterrestres. Je peux avoir des éléments technologiques sur des fusées qui permettent de revenir, sur la vie spatiale pour des voyages qui sont extrêmement longs, interplanétaires. Je peux avoir enfin, tout un tas d'éléments qui vont être utiles pour travailler ce concept de coloniser Mars. D'accord. Et je vous donne un concept très moonshot, et là c'est le cas de le dire, mais vous pouvez en avoir à tous les niveaux, des concepts de ce type-là. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Oui, alors on peut se dire, soit on ne sait pas que c'est impossible, soit on accepte qu'on ne sait pas, et donc du coup on va travailler le sujet. Enfin, c'est comme ça que c'est permet de raisonner. On accepte qu'on ne sait pas. Et tant qu'on n'a pas démontré que c'est pas possible, bah, à moins d'avoir une bonne raison de ne pas le faire, bah, on le travaille. Voilà. Alors du coup, comment ça joue? Je rentre un petit peu dans le détail. Ça joue de la manière suivante, c'est assez simple. On va naviguer entre les deux espaces, et pour ça, je vais revenir à l'exemple de l'œuf. Sur l'exemple de l'œuf, je vous ai dit, en fait, on va avoir un ensemble de caractéristiques qui sont les propriétés de vos solutions. Donc, pour bien comprendre, en fait, cet exemple de l'œuf, imaginez qu'on ait une industrie du parachute matelas pour le lâcher d'œufs. D'accord? Vous imaginez là tous ensemble, là, on est plusieurs dizaines là, sur le webinaire, et en fait, on a tous des entreprises sur ce sujet-là, et on est concurrents, etc. Et bon, dans cette industrie, eh ben, on va tous faire des solutions qui sont de type un device qui est inerte, qui permet d'absorber le choc. Donc ici, là, on a tous les matelas, etc. Imaginez un nuage de points avec toutes les solutions autour. Ou ralentir la chute, qui est tous les spécialistes parmi nous qui sont spécialistes du parachute. Okay, donc, en face, vous avez tout un tas de connaissances. Voilà, nos experts marketing, technique, etc., internes, ont des connaissances sur ces sujets. Encore une fois, si vous êtes dans du monde, j'emploie des mots techniques intentionnellement parce que c'est plus simple à comprendre. Si vous êtes dans le monde, si vous faites de la livraison de pizza, par exemple, je vous laisse vous projeter dans la livraison de pizza, on pourra revenir dessus, mais c'est exactement pareil. D'ailleurs, dans notre cours, c'est un exemple qu'on a. Ici, là, quand on travaille sur ces sujets-là, quand on améliore en fait le parachute et quand on améliore le matelas, ben en fait, on est un peu dans l'océan rouge, si vous voulez, on se bat contre tout le monde. Donc, évidemment, les clients demandent, si vous allez voir vos clients, ils vous demandent, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils vont dire, mais des parachutes qui soufflent plus vite, des matelas qui sont plus mous, pour que l'œuf il fasse ci, ça, etc. Et évidemment qu'il faut le faire, parce que tout le monde le fait, et donc du coup, bah, pour être le meilleur, il faut le faire. Par contre, voilà, vous faites comme tout le monde. Et l'idée, en fait, de ces cas, c'est de se dire, mais est-ce que je peux cartographier des voies qui sont alternatives différentes de ce que spontanément, en fait, tout le monde va aller faire. Et donc, du coup, c'est ici que je vais commencer à m'écarter des caractéristiques classiques avec le même principe. Vous voyez, vous l'avez fait très facilement vous-même tout à l'heure. Je vous ai un peu aidé, mais vous l'avez fait tout seul en disant, mais je sais qu'en fait, ma catégorie est type inerte. Tiens, qu'est-ce que ça voudrait dire vivant?
Et plutôt que d'aller juger vivant, parce que imaginez, on a vraiment une industrie, hein, on fait vraiment ça, des parachutes et des matelas, là, tous ensemble. Ok, vous allez dire, mais ça va vous faire rigoler. Vous allez dire, ah oui, mais non, mais attendez, vivant, pourquoi, etc. Mais nous, ce qu'on va vous dire, c'est aller chercher de la connaissance sur ce sujet-là. Si ça vous fait rigoler, c'est que sans doute que c'est original, sans doute que ça vient titiller des effets de fixation. Allons chercher de la connaissance sur ce sujet-là. Et en fait, en allant chercher de la connaissance sur ce domaine-là, vous allez pouvoir augmenter en fait votre potentiel. Dire, ah, mais en fait, oui, il y a des mécaniques très précises en fait d'entraînement de tel type de sujet, etc. Et en fait, on pourrait utiliser ces éléments-là. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller plus loin en termes de catégorie. En vous disant, mais tiens, si on faisait des sujets qui sont actifs, vous voyez, vous augmentez en fait le champ des possibles. Vous dire, ah, mais en fait, on pourrait, par exemple, aller travailler sur des sujets type drone. Alors, le drone dans le monde, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas ça qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est relativement à votre industrie, à vous, est-ce que c'est nouveau d'utiliser des connaissances et des modèles qui viennent du monde de drone? Oui, probablement si vous faites des matelas et des parachutes. D'accord? Et puis le mécanisme inverse, qui va être intéressant, c'est de dire, mais quand je vais aller chercher en fait une connaissance nouvelle, je vais être capable de la répertorier. Imaginez par exemple, vous êtes justement directeur innovation, responsable innovation ou dans le marketing, et puis vous tombez sur des startups, dans des salons ou des nouveaux modèles, nouvelles technologies, un concurrent. Et en fait, ces éléments-là, il faut les répertorier en disant, mais tiens, en fait, si on travaille sur les propriétés de l'œuf, ça vient quand même assez fortement changer notre modèle. C'est-à-dire dire, mais si je fais ça, dans mon concept, je vais pouvoir travailler sans device. Et si vous dites, ah, mais tiens, je peux travailler sans device, ça veut dire qu'il faut changer vos business models en disant, mais en fait, ce que vous allez faire, c'est peut-être louer aux lanceurs d'œufs des réfrigérateurs ou des plaques de chauffage, vous voyez. Et donc, du coup, en fait, ça vous implique, ça vous force, et c'est vraiment le mot qui est utilisé dans la théorie CK, ça vous force à ouvrir des champs de valeur que vous n'aviez pas forcément au départ. Et donc, voilà, en fait, ces mécanismes-là, on va essayer de faire ces petits allers-retours dans ces deux mondes. Sophie, je vais répondre à la question juste après. Alors, du coup, ce que vous voyez ici, c'est que vous allez avoir effectivement ces deux obstacles qui vont être à travailler, que vous permettent justement en fait d'attraper la théorie CK. Cette théorie CK, vous voyez là, effectivement comme une théorie ou comme une méthode, comme je suis en train de vous la présenter, comme une théorie pour comprendre, par exemple, comme les questions qui ont été posées tout à l'heure sur TRIZ, ASIT, mais comment ça marche en fait quand on est en train de faire du nouveau. Dites-vous, oui, là, regardez, cette méthode, elle me permet bien d'aller chercher de la connaissance nouvelle. Comme vous pouvez la voir, je ne sais pas, à certains moments, quand vous faites du design thinking, vous allez observer en fait les utilisateurs, vous allez créer la connaissance sur un domaine particulier qui est l'usage, par exemple. Voilà, en observant, en demandant, etc. Dans le monde des concepts, ce que vous allez regarder, c'est quelles sont mes catégories de solutions. Effectivement, ce que permettent de bien travailler aussi d'autres méthodes. Mais CK vous permet un peu de jouer sur les deux, et c'est ça qui est assez puissant et intéressant sur CK. C'est pour ça que nous, on l'utilise, et que je vais essayer de vous remontrer derrière sur un autre exemple. Alors, Sophie, la question est, dans la théorie, on a un concept projecteur. Est-ce réellement indispensable? Un bon dominant design devrait faire le job. Alors, Sophie est une connaisseuse, je vois, de ces éléments-là. Donc, le dominant design, effectivement, c'est assez simple à comprendre hein, pour tout le monde. C'est plutôt ce qu'on a ici sur la gauche. C'est-à-dire, ça va être les caractéristiques communes de mon service ou mon produit. Okay. Donc, imaginez en fait que votre service ou votre produit, c'est comme dans le monde du vivant. Hein, vous avez une forme de darwinisme. Au début, il y a plein d'alternatives, etc. Et puis tout d'un coup, après, les banques, elles vont se mettre à faire exactement les mêmes types de services. Les assurances, pareil. Les avions aussi, les voitures, etc. Et donc ça s'appelle un dominant design. Et puis toute la chaîne de valeur va s'organiser dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de venir le péter. Hein, vous avez bien compris ça. Donc oui, effectivement, Sophie, quand on a bien décrit son dominant design, eh ben, c'est facile en fait d'aller générer du nouveau, effectivement. Et les concepts projecteurs, on pourra y revenir après, mais finalement, un concept projecteur dans la théorie, c'est quand on se situe à un niveau qui est assez macroscopique, et on a un cours qui l'explique aussi, et typiquement, il est possible que dans certains cas, par exemple, juste les éléments que j'ai posés ici, without any device, ça fasse objet de concept projecteur, c'est-à-dire que ça force en fait un groupe à aller travailler dans une direction donnée. Voilà. Mais c'est un petit peu complexe là pour l'introduction que je fais là. Si vous voulez, Sophie, on pourra en rediscuter en parallèle, en off, parce que voilà, ça amène une notion, le concept projecteur, que je n'aborde pas ici. Donc, dominant design, effectivement, c'est voilà, ce que vous avez sur la gauche. Et oui, ce qu'on dit, nous, c'est si vous êtes au clair sur d'où vous partez, c'est facile
de générer du nouveau. Et vous l'avez même vous vécu, en fait, quand je vous ai dit, regardez, c'est passif inerte. Alors pourquoi, quel est le rapport avec l'innovation, en fait? Pourquoi on parle de ça? Bon, tout simplement, ça c'est une redite pour beaucoup si jamais vous êtes dans ce monde-là. Mais en gros, ce qu'on regarde et pourquoi en fait ce type d'approche aujourd'hui a le vent en poupe, parce que en fait ce qu'on voit c'est qu'effectivement on a des disruptions sur les produits et services dans le 21e siècle qui sont de plus importantes et des cycles de destruction, de renouvellement qui sont aussi de plus en plus profonds. Et ça, c'est pas juste pour, c'est pas pour faire peur, pour dire oh là là, tout le monde va se faire disrupter, etc. J'aime pas forcément ce mot-là, moi, mais c'est des mots qui sont beaucoup utilisés. C'est juste pour dire, les entreprises, elles doivent de plus en plus euh, travailler de manière répétée l'innovation, c'est tout. Et donc, ce que permet de faire CK, c'est pour ça qu'on dit Innovation Machine, c'est faire de manière répétée quelque chose qui, avant, était plutôt moins géré en fait et géré sous forme d'investissement. Vous dites en fait il suffit d'investir en R&D par exemple et puis il va bien sortir quelque chose. J'exagère exprès juste pour tracer les traits. Là aujourd'hui on dit non, en fait ce processus de conception il faut très finement le cartographier pour savoir où on va et être capable de le faire de manière répétée et puis voilà, avoir une invention à un moment et être en fait rentier de cette invention pendant 5-10 ans, etc. C'est-à-dire non, en fait maintenant, vous avez même des gens qui disent il ne suffit plus de poser des brevets parce que en fait, ça va tellement vite que le temps que le brevet sorte, le concurrent l'a déjà fait. Donc, voilà. Donc, l'idée ici, c'est ça. Donc, CK, ce n'est pas une boîte magique, d'accord? C'est juste, c'est une cartographie qui vous permet de savoir en fait dans quelle direction vous voulez aller et, et d'être beaucoup plus précis. Et plus pas se dire, en fait, je pars là-dessus parce que je pars là-dessus. Et je vous parlais effectivement de R&D à l'instant. Je vous montre ça parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé ces sujets-là à l'école des mines en se disant, mais investir en R&D, ça ne suffit pas. Vous voyez ici à gauche, en fait, la croissance ce qu'on appelle les Global Innovation Mills, les 1000 entreprises considérées comme les plus innovantes au monde de 2005 à 2015. Croissance du chiffre d'affaires, 5%. Croissance des investissements en R&D, 70%. Ça montre juste que les gens se disent de plus en plus, il faut innover. Donc, face à ça, ils disent, j'investis en R&D de plus en plus. Donc, ils investissent de plus en plus en R&D, donc supérieurement à leur croissance de chiffre d'affaires. Et en parallèle de ça, ici, il y a plein de petits chercheurs qui sont amusés à essayer de trouver la corrélation entre investissement R&D et innovation. Et il n'y en a pas. Et ça, c'est marrant. En gros, personne ne trouve de corrélation entre investissement R&D et croissance quelconque, en fait, et croissance de salaire, de dividendes, de ce que vous voulez, chiffre d'affaires, de nouveaux produits sur le marché. Il n'y a pas de corrélation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, attention, hein, corrélation, ça veut juste dire qu'on ne trouve pas de lien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en R&D. Hein, ne me faites pas dire ça. Ça veut juste dire quand vous augmentez l'investissement en R&D, vous ne savez pas ce que ça va faire. C'est tout ce que je dis. Voilà. Bon, donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est oui, il faut piloter de manière plus fine le raisonnement, en fait. Pas juste se dire j'investis et puis il sortira bien quelque chose. Il faut être plus fin sur comment j'investis. Donc là, pour ça, je vais revenir à un deuxième exemple. Avant le deuxième exemple, je suis preneur d'autres questions, remarques, si jamais il y a besoin. Alors, Frédéric Glaubert qui demande quelle place a le biomimétisme dans votre méthode? Super question. Et il y a un papier justement qui est sorti l'année dernière sur c'est quoi le biomimétisme aux États-Unis. Alors, il faudrait que je le retrouve pour vous l'envoyer, Frédéric. Et en gros, si vous voulez, je pense que vu que vous posez la question, c'est que vous avez compris qu'avec ces cas, vous pouvez bien modéliser et comprendre ce qui se passe sur le biomimétisme. Effectivement, le biomimétisme, qu'est-ce qu'on fait? On va se focaliser sur un type de connaissance. On va se dire, cherchons en fait des connaissances d'un type qui est par exemple dans le monde du vivant. Et puis vous pouvez, je ne sais pas, si vous travaillez sur l'aéronautique, vous allez regarder des éléments qui évoluent dans des fluides, air, eau, et vous dire, avec ces connaissances-là, quelles sont les propriétés intéressantes que je peux utiliser pour venir modifier mon objet dans le monde des concepts. Donc, oui, vous pouvez expliquer pas mal d'éléments et cartographier pas mal d'éléments qui se font dans le biomimétisme avec ces cas, et c'est assez marrant et assez intéressant. Attention, le biomimétisme, voilà, c'est un type de connaissance, mais vous vous coupez de plein d'autres connaissances que vous pourriez avoir. Mais oui, vous pouvez l'expliquer comme ça. Pourquoi n'êtes-vous pas fan du terme disruption? Claire qui pose la question.
Très bonne question. Je ne suis pas fan du terme. Disruption, radicale, rupture, breakthrough, etc. Pourquoi? Alors, c'est un autre webinaire que je fais. Quand je donne la définition d'innovation, en fait, le problème de disruption, c'est que c'est des définitions qu'on peut souvent donner après coup. En fait, on dit souvent ex post. Il y a eu la disruption, vous avez explosé une industrie, et puis d'ailleurs, en plus, est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien. Et puis vous dites, bah, ça y est, il y a une disruption. Et puis alors, ça fait appel à plein d'imaginaires, disruption, voilà, Uber, ça fait appel aux émotions, etc. Et en général, on n'est pas très précis quand on parle de disruption, et c'est binaire. On dit ça a disrupté ou pas disrupté. Moi, ce que je préfère comme définition, alors ce n'était pas l'objet là, mais vous pouvez effectivement vous la noter, c'est en fait l'innovation, la définition que je donne, c'est, et vous allez voir, CK du coup est un outil de ça, c'est l'art de transformer les objets, avec entre parenthèses à côté d'objets, produits, services, d'accord? Produits, services, hein, service de livraison de pizza, bancaire, hein, produit, un avion, une aile d'avion, une roue de voiture, ce que vous voulez. L'art, c'est l'art de transformer les objets. Une fois que vous avez cette définition en tête, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez parler de degrés de nouveauté, en fait, de transformation souhaitée, souhaitable, désirable. Voilà. Et en fait, vous vous positionnez dans un autre modèle qui représente beaucoup plus toutes les nuances de gris de ce que ça veut dire transformer l'objet. Voilà. Euh, Stéphane Godard, un connaisseur justement de CK, comment sait-on que la densité cartographique CK est suffisante? Évitez de tomber dans l'écueil de surdéfinition ou d'une sous-définition. Très bonne question. En gros, ce sera la dernière question que je prendrai pour cette partie, parce que j'ai encore un autre exemple à vous faire avant de finir. En gros, pour être précis là-dessus, effectivement, il faut revenir à quand est-ce qu'on a fini en fait, une exploration. La meilleure définition que je donne souvent, c'est une définition d'un chercheur qui s'appelle euh, Herbert Simon, et qui dit euh, on s'arrête euh, quand on a des pistes, des solutions, des modèles qui sont satisfaisants. Et donc, en fait, il faut qu'au départ du CK, vous ayez une notion de qu'est-ce que vous êtes en train de chercher et à quel moment vous allez considérer que vous êtes satisfait. Parce qu'effectivement, sinon, le raisonnement peut être infini. Par définition, si vous augmentez les possibles, c'est infini puisque c'est illimité. Vous pouvez rajouter autant de propriétés que vous voulez à un objet. Et au bout d'un moment, il faudrait des ordinateurs super puissants pour modéliser tout ça. Donc en fait, Stéphane, il faut être très précis au démarrage en se disant, mais en fait, quand est-ce qu'on est satisfait, quand est-ce qu'on sera satisfait en fait dans notre processus de conception, ce qui n'est pas forcément évident et qu'on peut redéfinir en fait tout au long du processus, mais en fait c'est avec cette notion-là qu'on arrive à être précis. Et en fait on donne des éléments, des indicateurs qui sont est-ce qu'on a une bonne variété en fait sur l'ensemble du dominant design, est-ce qu'on a exploré un ensemble de pistes, est-ce qu'on a un nombre de solutions par caractéristique qui est suffisant, est-ce qu'en face de chacune des solutions nouvelles, on a bien des connaissances qui sont bien identifiées, précises, et on sait en fait dans quelle direction on va. Et donc du coup, ces petits indicateurs-là, ils vous permettent d'être plus précis sur quand est-ce que vous serez satisfait. Voilà. Et on pourra en discuter en off s'il faut, Stéphane. Euh, alors, dernier exemple, je vais finir là-dessus avant de vous montrer concrètement en fait, comment ça se met en place dans une entreprise. Donc, je disais, dans les concepts, on transforme les objets, pour revenir à la question de Claire là tout à l'heure. Dans le monde des connaissances, on va essayer d'acquérir des expertises, des compétences, des connaissances nouvelles. Je vais vous le montrer sur un exemple, donc là qui est type produit. N'oubliez pas la petite voix dont je vous ai parlé tout à l'heure si vous êtes dans d'autres mondes, dans le monde des services. Et dans ce monde-là, vous imaginez on travaille pour Jeff Bezos. Okay, Jeff Bezos, il nous dit, donc Amazon, il nous dit, voilà, moi ça fait 20 ans que j'ai inventé le Kindle, j'ai envie de le renouveler. Et alors ici, en fait, ce qu'on va faire, donc on va appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de dire quel est le dominant design de ma liseuse. Alors la liseuse, elle se tient à une main. La liseuse, il y a un écran tactile qui me permet de tourner des pages, c'est écrit en noir et blanc, c'est un usage individuel. La valeur, c'est qu'en fait, on voit, c'est un affichage avec de la réflexion, donc du coup, ça abîme pas les yeux. Voilà, il y a des milliers de livres dedans, blablabla, etc. Ça, donc je vous fais un truc, c'est qu'à très court, ça fait des dizaines, je vais vous en montrer un après, ça fait des dizaines
Il y a des dizaines de caractéristiques sur ACK. Mais en fait, ça vous permet d'être au clair sur finalement ce que vous proposez. N'oubliez pas, ça peut être un service, un produit. Donc ici, vous allez dire, en fait, la valeur de ma liseuse, c'est d'offrir le confort du papier à l'écran, en affichant des pages de contenu statique, avec un usage individuel, un écran qui est rigide, etc. Voilà. Pour construire ça, vous avez 5 caractéristiques qu'on va regarder. La valeur, l'usage, le business model, l'interaction et les fonctions. On va regarder ces 5 caractéristiques. Okay. Pour retenir, vous retenez VUBIF. Valeur, usage, business model, interaction, fonction. Et ça va nous permettre de le décrire. Je ne l'ai pas fait là entièrement parce que ça serait trop long sur la slide, mais c'est pour vous montrer. Donc là, on a l'identité de l'objet. Okay, c'est son ADN. Et maintenant, une fois qu'on voit ça, on va essayer de se dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on a comme experts autour de la table qui connaissent ces sujets-là? Vous allez avoir des gens qui connaissent bien le confort des yeux, des gens du marketing qui savent bien en fait quelles sont les habitudes de lecture de nos consommateurs, les experts à écran tactile qui sont les meilleurs experts au monde sur ces sujets-là. Mais maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est pas faire améliorer la liseuse, vous voulez la réinventer. Donc, vous allez essayer de casser les caractéristiques classiques en disant, mais plutôt que d'afficher des pages de contenu statique, tiens, ici, j'affichais des pages de contenu automatiques, enfin, avec des pages de contenu qui déroulent automatiquement. Et donc, une fois que vous avez dit ça, c'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur l'œuf, c'est intéressant. Vous pouvez vous dire, plutôt que de dire ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est dire tiens, qu'est-ce que je peux aller chercher, Latifa, c'est ici que je réponds à la question, qu'est-ce que je peux aller chercher comme élément de connaissance intéressant ici par rapport à ce sujet-là. Donc, vous allez chercher de la connaissance sur les caractéristiques que vous ouvrez. Le texte déroule automatiquement. Qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs? Tiens, je peux aller chercher des éléments sur de la connaissance nouvelle. Dynamic scrolling, qu'est-ce que je peux trouver sur Internet? Alors là, je fais l'exercice pour vous. Imaginez, vous tombez là-dessus. Donc là, c'est une technologie qui s'appelle Spritz, et comme la boisson d'ailleurs, et qui permet de lire mot par mot. Vous pouvez essayer de lire là, si vous voulez. Vous pouvez essayer de lire des phrases. Vous allez voir que vous arrivez à lire. Voilà. Donc, il disait, on voudrait avoir 15% du monde qui lise avec notre méthode. Voilà. Donc, il dit, voilà, vous pourriez lire guerre épée avec ce modèle-là. Ça peut faire mal à la tête, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est se dire, mais en fait, une fois que j'ai vu ça, vous voyez, vous avez appris quelque chose. Moi, je vous ai appris quelque chose à l'instant. Comment vous pouvez venir modifier ce que vous aviez au départ, l'identité de l'objet? Vous pouvez vous dire, bah, tiens, je creuse, ce qui m'a permis de trouver cette connaissance. Le texte déroule automatiquement, soit à une vitesse de lecture prédéfinie, soit en s'adaptant dynamiquement. Vous pouvez vous dire, tiens, la valeur, je vous ai dit VUBIF, valeur, la valeur aujourd'hui de la liseuse, c'est pourquoi quelqu'un m'achète la liseuse à la FNAC, c'est parce que ça offre le confort du papier à l'écran. Je pourrais dire, mais tiens, en fait, si la valeur d'une liseuse, c'était d'améliorer la vitesse de lecture, ce que vous propose ce truc-là, dites, mais en fait, moi, je vais vendre un truc, quand sur ma liseuse va permettre à un utilisateur, quand il finit un livre, eh bien, il aura augmenté sa capacité à lire vite. Il lira plus vite. Le prochain livre, il le lira plus vite. Ça, c'est intéressant, c'est marrant. Est-ce que quelqu'un va acheter votre produit avec ça? Je ne sais pas. Il va falloir le tester, on ne sait pas. Mais vous ouvrez un champ de valeur qui est autre que juste j'augmente la batterie et le confort des yeux. Vous voyez, vous passez, boum, vous changez de catégorie. Vous pouvez aussi, autre changement de catégorie, vous dites, ben, aujourd'hui, j'ai un écran rigide de la taille d'un livre. Tiens, et si en fait, au vu de ce que je viens de voir là, j'avais la taille d'un mot. Okay, et alors, la taille d'un mot, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, vous changez vachement une tablette. Si vous vous dites la tablette, en fait, elle peut être sur ma montre, ou ça peut être un dispositif, un bracelet, une gourmette, j'en sais rien, un truc que vous tenez dans un stylo, peu importe. Ce qui est intéressant là, c'est quand vous voyez que votre objet, en fait, imaginez que vous êtes au marketing de votre boîte. Quand vous vous dites, en fait, mon objet, je ne vais plus le vendre au même rayon, si vous êtes en B2B2C par exemple, si vous dites, je ne vais plus le vendre au même rayon, c'est que vous avez commencé à bien transformer ce qu'est l'objet. D'accord? Donc là, typiquement, vous imaginez bien qu'un truc qui serait la taille d'un mot, il sera sans doute plus au rayon tablette et liseuse, à la FNAC, Modarty. Ben, vous avez fait une grosse transformation. Est-ce que quelqu'un va l'acheter? Je n'ai pas dit qu'on l'avait vérifié. Mais vous ouvrez un champ de valeur que vous n'aviez pas au départ. Et ça, vous pouvez le faire en fait sur toutes les caractéristiques. Et alors, ce qui devient intéressant, et donc sur ces cas, on va en finir là, c'est que vous êtes capable de mapper. Donc, imaginez, vous êtes plutôt à un niveau stratégique, par exemple, dans l'entreprise. Vous êtes capable de dire, ben, tiens, en fait, moi, je vais travailler, plutôt que de continuer à travailler sur des usages individuels, sur des usages collectifs.
Et là, vous pouvez me dire, attendez, vous avez utilisé cette méthode-là, vous avez sorti un bulldozer pour planter une tulipe, là. Vous me sortez une méthode pour faire du très nouveau, et vous me dites, for collective use, c'est pas très nouveau, ça. Je vais dire, mais c'est toujours relatif à ce que c'est fait l'entreprise. Est-ce que les gens qui travaillent sur la liseuse et les gens qui achètent la liseuse aujourd'hui sont familiers, connaissent bien en fait ce que c'est qu'un usage collectif? Probablement pas, mais il va falloir apprendre et aller chercher des choses dans expérience collective, sur l'usage, etc., etc. Et vous pourrez vous dire, mais tiens, en fait, et si on faisait du euh, contenu qui est créé par tous les utilisateurs, etc., etc. Et donc, vous voyez, vous pouvez, en fait, comme ça, venir enrichir en fait ce qui fait en fait votre objet et dire bah, l'année prochaine j'ai envie qu'on explore en fait des sujets de ce type-là et il va falloir qu'on apprenne ce type de connaissances et maintenant vous avez compris les allers-retours. Donc ça c'est votre cartographie. Encore une fois, c'est pas une boîte magique. Je suis pas en train de dire ah grâce à ça vous allez faire la grande révolution et votre industrie va être transformée pour les années à venir. Non, grâce à ça vous allez dépassionner les débats et vous allez être très clair avec vos collaborateurs, vos experts, vos managers, vos directeurs de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a envie d'aller chercher. Maintenant, voilà, et donc du coup, des grosses cartographies, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est une cartographie qui est sur le Smart Gas Meter. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra envoyer, on a un petit use case sur ce sujet-là, comment on réinvente le Smart Gas Meter, qui est le Linky du gaz. On s'était amusé à faire ça quand il y a eu un moment, où on n'avait pas de mission, donc on s'était amusé à le faire pour de faux sur GRT. Alors, au final, on peut dire que, peut-on dire que CK est au niveau plutôt pilotage stratégique de l'innovation plutôt que d'identification de solutions opérationnelles? C'est un peu fractal, je vais le montrer juste après. C'est un peu fractal. Effectivement, CK, ça s'utilise souvent à des niveaux un peu stratégiques. C'est-à-dire que vous ne sortez pas CK si vous cherchez une petite amélioration. Vous le cherchez si vous cherchez des améliorations, des niveaux d'originalité qui sont assez importants, effectivement. C'est un premier élément. Et du coup, bah, le corollaire de ça, c'est que quand vous allez changer des choses de manière importante sur un objet, il faut que vous assuriez que vous ayez le mandat. Et donc souvent, ça peut remonter. Minima service, un département, si c'est très important, ça peut remonter au niveau de la direction. C'est surtout ça. Après, vous pouvez travailler sur une vis qui est un tout petit composant sur un sujet dans une voiture, ou si vous voulez. Mais par contre, si vous êtes en train de dire les roues maintenant, elles vont plus être fixées de la même manière, il faut vous assurer que dans le département transmission, vous avez bien le mandat pour penser ça. C'est juste ça en fait qui est important. Voilà, c'est pas plutôt le niveau d'opérationnalité. Et après, c'est fractal. Alors, François Capel, où est-ce que l'utilisateur est impliqué? Je vais le montrer là, tiens. Voilà, je vais le montrer juste après. Je vais répondre à ça. Euh, En gros, là, vous avez vu, en fait, imaginez, vous avez vu plutôt le moteur, donc ce qu'on a derrière, la cartographie, qui nous permet de guider, en fait. Et maintenant, en fait, en pratique, hein, pour faire simple, on va avoir trois types de programmes que vous pouvez mettre en place dans vos organisations. Vous pouvez mettre en place ces principes-là. Donc, des éléments qui sont plutôt stratégiques, effectivement, comme ça vient d'être dit. Alors, imaginez ces cas, c'est plutôt fractal, en fait. Hein. Vous ouvrez des branches, et puis sur une branche donnée, à un moment donné, vous pouvez vous dire, je refais un CK. Donc, c'est ça que je suis en train de montrer. Donc, vous pouvez avoir un élément qui est fractal, qui est un peu large. Vous vous dites, bah, tiens, j'explore de manière très large ce que pourraient être les voitures autonomes. D'accord? Donc, ça, c'est. Il faut que je trouve des nouveaux modèles de valeur, des nouvelles expertises que je vais aller chercher, etc. Et des voitures autonomes qui ne soient pas la voiture autonome que Google nous a mis sur la table. Je vais trouver, moi, ce que pourrait être la voiture autonome. Alors, vous pouvez avoir la voiture autonome, ça peut être, tiens, pour rebondir sur la question qui avait été posée tout à l'heure, un concept projecteur pourrait être la voiture autonome dans le parking, voilà, ou dans des propriétés privées uniquement. Vous pouvez avoir la voiture autonome que pour du highway. Vous pouvez avoir la voiture autonome qui est entièrement indépendante, qui ne sert plus à transporter des humains. J'en sais rien. Enfin, oui, vous pouvez ouvrir plein de champs. Et tous ces champs, en fait, vous pouvez très bien être dans une entreprise où ils ne sont pas définis au départ. Donc, vous pouvez utiliser ces cas, comme on l'a fait par exemple sur la liseuse, hein, la liseuse qui sert pour l'usage collectif, etc., de manière un peu large. Dans un deuxième temps, en fait, vous allez définir, donc ça va être un programme avec des suites de workshops, où vous allez osciller entre des moments où on va proposer des attributs, des concepts nouveaux côté C, et des moments où on va aller apprendre. Donc, soit en faisant des deep dives, soit en amenant des experts, soit en allant explorer des choses sur Internet. Donc, c'est des séries de workshops.
Ensuite, dans un deuxième temps, on va choisir en fait des domaines qu'on veut approfondir. Et là, ça revient à la question qui avait été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut descendre à niveau opérationnel? Oui, on va descendre. Donc, du coup, on va dire, bah, dans le parking, comment ça peut se situer? Bah, en fait, là, c'est là qu'on va faire ça. Au niveau CK design, dans le B, bah, en fait, on pourrait avoir un robot qui vient chercher la voiture. Donc, en fait, la voiture n'est pas autonome, mais en fait, j'ai délégué l'autonomie à quelque chose d'autre. Je peux avoir en fait un logiciel qui vient se uploader dans la voiture, qui vient rendre ma voiture autonome. Je peux avoir un usage qui est complètement, bon, etc., etc. On peut imaginer plein d'éléments, mais ça, on va le faire effectivement dans un deuxième temps. Hein, on explore l'ensemble des possibles, puis dans un deuxième temps, on creuse. Okay. Donc, on a une grosse maille en A, une maille plus fine en B. Imaginez que vous êtes un explorateur dans le monde du pétrole. Hein, c'est pareil. Vous choisissez les gisements où il va y avoir le plus d'or ou de pétrole si vous êtes dans les mines. Et ben là, c'est pareil avec ces cas. Vous cherchez les zones où ça peut être intéressant, les petites pépites. Ben, du coup, vous commencez à une grosse maille avec des vues satellites, c'est A. Puis après, en B, vous allez creuser, essayer de regarder de manière un peu plus précise ce qui se passe. Et on sait ce qu'on appelle, nous, des virtual startups. Vous lancez des projets où vous allez tester, en fait, est-ce que mais finalement, ce que vous proposez est intéressant pour le consommateur? Est-ce que quelqu'un va l'acheter? Et vous allez commencer à faire des retours entre technique et usage sur finalement les attributs que je propose, qui s'intéressent. Et donc là, vous allez vraiment faire des tests terrain avec les usagers pour essayer de valider les nouveaux attributs que vous avez mis dans votre concept. Et donc, du coup, pour répondre à la question, l'usage, il intervient à plusieurs endroits. À une grosse maille en A, de manière générale en fait sur votre monde, on va plutôt regarder l'évolution sociétale, les marchés, comment ça se fonctionne. À des mailles plus fines en B où on va observer des usagers ou pouvoir regarder en fait, donc c'est les connaissances en fait, hein, on va regarder en fait ce qu'ils font. Et en fait en C, plutôt sur un modèle de validation où on va essayer de voir si ce qu'on propose en fait c'est intéressant ou pas. Voilà. Et donc ça c'est un modèle un peu générique. Et CK d'ailleurs, c'est la cartographie qui nous permet de regarder dans quelle direction on va. Voilà. Donc ça, c'est les trois éléments que je vous montrais. Et souvent, avant de démarrer, pour finir, et je vais finir là-dessus, il est 29, on commence souvent par une espèce de petit diagnostic du sujet en fait, qui est traité. Et je vous invite à le faire aussi dans votre entreprise. Et ce diagnostic, c'est de dire, pour répondre à la question de Stéphane tout à l'heure, qu'est-ce que je cherche? Et dans ce que je cherche, est-ce qu'en fait, j'ai les bonnes valeurs ou pas? Sinon, faire A. Si j'ai les bonnes valeurs, mais je n'ai pas d'idée, faire B. Et si en fait, j'ai des idées, mais je ne les ai pas bien testées, je n'ai pas validé en fait, mes solutions, faire C. Voilà. C'est pour ça que souvent, on commence avec un petit diagnostic de ce type-là dans les entreprises pour le mettre en place. Voilà, j'en ai fini. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit sondage qu'on va vous mettre là, qui nous, alors c'est juste pour comprendre un petit peu, et puis pour les questions juste derrière, savoir est-ce que vous, sur vos sujets, est-ce que vous êtes plutôt sur des situations A, c'est-à-dire explorer plutôt large, des grands axes, des grandes valeurs plutôt stratégiques, plutôt B sur des sujets plutôt de conception, plutôt C sur on a plein de solutions, des idées, etc., mais on a du mal à les accélérer, les tester. Voilà, A, B, C, vous avez le pôle, je vous laisse 2 minutes pour, même pas, dans 30 secondes, 2 minutes c'est beaucoup trop, 30 secondes pour me dire où vous en êtes. Après, ça vous permet de voir vous aussi où sont situés les autres, vous allez avoir le résultat. Voilà, et puis après, je prends question-réponse. Voilà, encore 15 secondes là pour nous dire entre A, B, C. Ok, on vous met le résultat qui va s'afficher là. Donc, tiens, mais je ne m'attendais pas à ça. Tiens. C'est marrant, je m'attendais plutôt à ce que vous soyez beaucoup sur le B. Donc, voilà, vous avez plutôt la 42% sont plutôt sur le A, c'est-à-dire trouver des nouveaux champs de valeur, des nouvelles directions sur lesquelles travailler. Donc, effectivement, alors pour le coup, CK est hyper adapté à ça. Parce que vous voyez, dans le B, vous pouvez décider de changer de méthode. Hein. Des fois, par exemple, vous pouvez commencer par A sur du CK, puis dans le B, à un certain moment, plutôt orienté très très usage, descendre avec par exemple du design thinking. Mais effectivement, c'est intéressant que vous soyez assez intéressé pour le A. Donc pour ceux qui sont intéressés, avec plaisir pour en discuter avec vous derrière. Merci pour vos réponses. On a fini le webinaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à des questions. Et puis voilà, donc en gros,
Alors, attendez, tac. Ouais. Hop. Ouais, je vous propose de répondre à des questions. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter avec mon mail qu'on va remettre dans le chat. Et puis pour les autres, vous pouvez là poser, enfin ceux qui sont pressés, donc question mail avec plaisir et on pourra discuter, on pourra s'appeler si vous voulez. Voilà, c'est ce que je vous rends du fait que vous ayez pris ce temps-là pour participer à mon webinaire. Et puis derrière, pour les autres, là, je réponds aux questions. Vous mettez les questions dans le Q&R et puis on y va. Et puis voilà. Et pour ceux qui sont pressés parce que j'ai fini 1 minute en retard et qui doivent clôturer pour aller déjeuner, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Et puis, avec grand plaisir, soit de vous voir sur d'autres webinaires, soit de discuter avec vous si vous me contactez moi ou nos équipes. Alors, comment chercher les connaissances complémentaires dont on a besoin? Donc l'ADIVA, je crois que j'ai répondu au sujet là, effectivement, en montrant que en s'éloignant de certaines caractéristiques, on va se forcer en fait à trouver des catégories nouvelles. Donc ça, c'est bon. Normalement, c'est aussi l'ADIVA, vous voulez creuser le sujet, on pourra en discuter. Alors, il y a une question qui a disparu. Alors, Frédéric, quid de l'intuition dans cette méthode? Ah, très bonne question. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, effectivement, on ne peut pas, personne aujourd'hui ne peut se targuer de connaître parfaitement la manière dont un nouveau concept, une nouvelle idée dans le cerveau, en fait, va apparaître. Et donc, du coup, évidemment, il y a encore, et heureusement, encore énormément et il y a beaucoup, et on en a besoin, d'intuition, en fait, dans le processus de conception. Et l'intuition est probablement en fait ce qu'on modélise avec ces cas, des ponts que vous faites entre des connaissances qui n'étaient pas connectées, des expertises et votre expérience. Mais effectivement, ça permet à certains moments de rendre compte de cette intuition. À un moment donné, vous allez voir une connaissance, un élément, vous allez dire, je sens qu'en fait, il faut qu'on creuse cette branche-là. Vous avez besoin de la montrer et rendre compte, mais ça n'empêche pas que, effectivement, ce qui vous a permis de générer ça, c'est l'intuition. Donc là, ce qu'on propose, c'est une combinaison de ces deux mondes. Et effectivement, ça fait très élément répété. C'est pour vous aider à être meilleur et pas vous reposer que sur l'intuition. Voilà. Imaginez que si vous alliez dans un moment où vous n'en avez pas. Voilà. Qu'est-ce que l'acronyme dont vous avez parlé? Valeur, usage, business model, interaction, fonction. Valeur, usage, business model, interaction, fonction. VUBIF. Ça permet de poser les bonnes questions pour construire l'identité de vos objets. Quelle est la valeur de mon objet aujourd'hui? Quel est son usage aujourd'hui? Etc. etc. Voilà. Avez-vous un livre à nous recommander sur le sujet? Oui, deux. Un livre de Gilles Garel sur la fabrique de l'innovation au CNAM qui explique en fait les modèles de conception de la Swatch. Il a écrit avec le fondateur de la Swatch, la montre. Très intéressant, c'est celui qui est le plus pratique. Alors, il est entre pratique et théorie. Okay, donc, il est intéressant. Il y a un autre livre que moi j'ai coécrit avec des collègues au MIN qui s'appelle Introduction à la théorie CK, qui est un petit peu plus théorique, parce qu'on l'a écrit quand moi j'étais encore chercheur. Et sinon, on a des ressources, nous, sur notre site, que vous pouvez aussi télécharger, qui sont des éléments pratiques. Et là, très rapidement aussi, vous pouvez trouver sur Internet, en le googlant, un article qui s'appelle 5 minutes pour comprendre CK ou CK expliqué à ma grand-mère. Il y a les deux articles. Voilà. Et du coup, c'est ces articles qui vous permettent, si vous voulez par exemple parler en interne dans votre entreprise, CK expliqué à ma grand-mère ou 5 minutes pour expliquer CK, il vous donne tous les éléments là qui résument beaucoup de choses que je vous ai dit sur le sujet. Avec un exemple qui est sur le parapluie. Voilà. Quelle est la différence entre la stratégie Océan Bleu? Très bonne question, très très bonne question. La stratégie Océan Bleu, qui est une méthode aussi très intéressante pour transformer son offre, est très orientée sur l'offre et sur les caractéristiques en fait d'une offre, mais elle n'est pas orientée forcément sur le produit et la description précise en fait du produit. Donc elle va faire une analyse de la valeur sur les caractéristiques d'une offre et donner des mécanismes pour s'en écarter. Mais effectivement, il y a plein d'éléments dont j'ai parlé qui peuvent ressembler à un certain moment ce qu'on fait en fait dans la méthode quand on définit l'offre. Ouais, donc il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a deux éléments moi, que je trouve très intéressants dans Blue Ocean. C'est les mécanismes pour venir casser des éléments de valeur d'une offre. Et oui, et l'analyse de la valeur qui est utilisée en fait pour savoir ce que je propose, quelle est la valeur en fait pour le client et combien ça me coûte.
Voilà. Et donc ça c'est deux éléments assez intéressants. Voilà. Donc vous voyez, enfin, moi je suis plutôt, je suis pas dogmatique, j'aime bien l'ensemble des méthodes et je m'enrichis en fait des méthodes pour aussi améliorer les choses qu'on fait. Donc il n'y a jamais une meilleure méthode, en fait, c'est toujours, ah, tiens, ça c'est intéressant dans celle-là, ça c'est intéressant dans celle-là. Et, voilà. Et on a un cours là-dessus, je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé, à nous envoyer des mails. On a un cours sur explication des différences entre les méthodes qui existent. Voilà, il n'y a plus de questions. Et puis voilà, je vois que les gens se déconnectent petit à petit. Merci beaucoup. N'oubliez pas, on est à votre disposition si jamais vous avez des questions. Vous nous envoyez un mail à moi ou à Anne. Vous avez mon mail. Et puis, à très vite pour un autre webinaire. On essaie d'en faire tous les mois. Donc voilà, vous aurez une proposition. Suivez-nous dans les mois qui viennent. Merci à tous et bon appétit.